Amis des VNA, bonjour. Il y a de ça un peu plus de 4 ans, je vous avais présenté sur ma chaîne quelques manipulations qu'on pouvait faire avec ce petit appareil qui s'appelle Nano VNA. Un VNA, je rappelle, ça veut dire Vector Network Analyzer, en français analyseur de réseau vectoriel, qui permet, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite, de mesurer par rapport à, ici à un dipôle qu'on peut brancher ici, je veux dire son impédance complexe, on va dire, en fonction de différentes fréquences. Et c'est le fameux paramètre qu'on appelle S11, en gros c'est l'analyse de sa réflexion, si on veut en quelque sorte, et le paramètre S21, qui ressemble un peu à ce qu'on peut faire à un analyseur de spectre avec la fonction de tracking, c'est-à-dire en gros, en fonction de la fréquence, qu'est-ce qu'on retrouve à la sortie d'un quadripôle par rapport à ce qu'on met à l'entrée. Alors, je vous avais montré ça rapidement, et c'est vrai que ce petit appareil là, qui valait, et qui vaut d'ailleurs toujours pas cher, c'est, on va dire, un peu la V1 quelque part. Voilà, on voit que c'est fait quand même un peu à l'économie. Voilà, il y a ce circuit imprimé ici, avec un affichage. Alors, il y a des modèles qui ont des batteries, celui-là n'en a pas, enfin, il y a différents modèles. Alors, le Nano VNA, c'est un appareil qui a eu énormément de déclinaisons, énormément de variations, il y a des clones, il y en a des biens, il y en a des pas bien, il y en a avec des boîtiers, et ainsi de suite. Enfin, en gros, d'après ce que j'ai pu voir, ça c'est ce qu'on pourrait appeler la V1. Après, il y a eu la V2. Alors la V2 qui déjà avait un écran qui était beaucoup plus grand, monté jusqu'à 3 GHz, de celui-ci qui montait à 1,5, avait aussi une dynamique un peu plus grande au niveau de l'entrée, avec il gère 60 dB au lieu de 40, et déjà avait un bien meilleur boîtier avec un meilleur blindage. Et il n'y a pas si longtemps que ça, a priori, est sorti donc la V3, qui est, on va dire, une amélioration de la V2. Alors au niveau de l'aspect extérieur, ça change pas grand-chose, mais il monte jusqu'à 6 GHz au lieu de 3. Sa dynamique va, dans certains cas, à 65 dB, et il intègre une fonction TDR, qui veut dire Time Domain Reflectometry, sur lequel je vous avais déjà parlé. Enfin, en gros, c'est une méthode pour mesurer les câbles, et voir soit leur longueur, soit éventuellement, si par exemple un coax est coupé. Grâce à ça, on peut savoir à peu près à quel endroit il est coupé et où en court-circuit. Enfin voilà, ces mesures-là sont possibles. Donc voilà ici ce petit VNA. Alors, il y a quelques temps, en me baladant sur Banggood, j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle version, justement, cette V3. Et en même temps, je sais que j'ai souvent eu des demandes de tests, je veux dire, soit du V2, soit du V3. Et je me suis dit, bon, allez, je vais craquer et je vais prendre ce modèle-là. Et donc je vous propose de le découvrir ensemble. Alors déjà, quand on le reçoit, on voit qu'il est dans cette belle boîte là, voilà, qui tient grâce à un système aimanté. C'est assez luxueux, et c'est bien présenté, je veux dire, ici avec cette mousse de protection. Et on retrouve ici, dans ce coffret, voilà, comme on peut voir, l'appareil en lui-même, qu'on va regarder. Ce petit stylet là qui est très pratique pour pouvoir manipuler l'écran tactile, parce que là c'est un petit peu fin pour le manipuler avec les doigts. On a ici ce câble USB-C, donc qui va permettre et de le recharger et de le connecter à un ordinateur, dans la mesure où on peut aussi toujours utiliser cet appareil-là avec un soft sur PC, si on veut. Il y a même une version Android, d'après ce que j'ai pu voir. Ensuite, on a ici 2 câbles, ici les différents bouchons qui servent à la calibration, et ici aussi quelques adaptateurs. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Et donc si on regarde ici l'appareil, voilà, on va le sortir. Il apparaît comme ça. Alors déjà, il est relativement lourd, ce qui est plutôt une bonne chose, que ça prouve que, je veux dire, voilà, le boîtier fait sans doute un plutôt bon blindage. Donc on retrouve ici, en gros, très rapidement, je veux dire, les fonctions qu'il peut faire. Voilà. Et en même temps, donc ça c'est un modèle qui fait, on peut trouver la description, la doc et tout sur sysjoint.com. Là, on appuie, alors tellement cette petite molette, mais on a ces boutons là qui permettent éventuellement de naviguer avec sans utiliser l'écran tactile. Là, on peut y brancher un câble USB qui permet justement éventuellement de relier à un autre appareil, comme par exemple, d'après ce que j'ai vu, on l'utilise sur Android, on peut le relier grâce à cette prise USB là sur le téléphone. Ici, donc, le bouton marche arrêt, et là, l'USB-C qui permet, comme je l'ai dit, de l'alimenter. On a ici un petit voyant qui indique la charge ou quand il est en route de l'appareil, et ici, donc, cet écran tactile.
Donc là, on retrouve la sortie ici, donc qui fait à la fois, je veux dire, enfin, sortie et mesure du paramètre S11. Donc, si par exemple on veut mesurer une antenne, on va la brancher ici. Et ici l'entrée, donc qui va permettre de mesurer le fameux paramètre S21, à savoir, par exemple, on va faire un essai tout à l'heure si on met un filtre ici entre les deux. Donc c'est protégé ici avec ces petits cabochons. Alors, la première chose qui pour moi faut faire avec cet appareil, c'est d'y mettre des prises dites martyrs. Alors je vous avais déjà montré ça aussi dans une vidéo. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va pas arrêter de visser et dévisser des trucs ici sur les entrées, ce qui finalement, à force, les sollicite beaucoup, finit éventuellement par, je veux dire, voilà, faire des contraintes, des usures ici sur ces bornes. Et ma foi, une fois qu'elles seront endommagées, ce sera pas facile à changer. Tout. Donc là, l'idée, hein, je rappelle, c'est d'acheter ces petits adaptateurs, qui sont en fait des adaptateurs, on va dire, mâle vers femelle, qui comme ça pourraient paraître bizarres, mais qui, une fois qu'ils vont être mis là en place, voilà, et correctement serrés, hein. Alors c'est pareil, hein, normalement, je vous avais montré aussi, on peut avoir des clés hein, pour serrer ça comme il faut. Voilà, font que maintenant, on va toujours se brancher ici, mais à terme, si à un moment donné, à force, le connecteur est abîmé, c'est pas grave, il suffira de le changer, mais le connecteur, je veux dire, de base de l'appareil sera beaucoup moins sollicité. Donc ça, c'est pour moi la première chose à faire. Et alors bien sûr, il va falloir que je recreuse un petit peu la mousse de la boîte pour que ça rentre dedans. Donc voilà, j'ai mis mes connecteurs martyrs ici, et on va pouvoir les allumer déjà pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, voilà, donc c'est vrai qu'on a un écran quand même un peu plus grand que celui de la V1, ce qui est quand même plus agréable, même si moi, à chaque fois que je peux, je préfère l'utiliser avec le soft PC, qui est encore plus simple. Donc là, l'idée, c'est que, voilà, on retrouve là, sur le côté, au niveau tactile, alors je sais pas si on voit bien, c'est pas facile de filmer les différents menus. Voilà, par exemple, le display, où on va pouvoir choisir les différentes traces que l'on veut, est-ce qu'on veut voir la bague de Schmitt, les différents systèmes, les échelles, ainsi de suite. Voilà, donc là, on a vraiment toute cette partie-là, la partie des marqueurs. Le stimulus, c'est là qu'on va choisir justement les fréquences que l'on veut mesurer. La fameuse calibration, la possibilité de justement mémoriser ces calibrations si on ne veut pas les refaire à chaque fois selon les montages, la fonction TDR, et ici config, où on va pouvoir choisir la date, l'heure, la langue. Bon, la langue, il y a le choix entre anglais et chinois, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire la vidéo que je vous avais déjà fait, je vous renvoie vers celle que j'avais fait il y a 4 ans, si vous voulez déjà avoir les bases. Mais là, on va quand même essayer de faire une petite démo. Alors, j'ai trouvé cette petite plaquette là qu'on peut acheter, qui est justement pour permettre de se familiariser et faire des manips avec le Nano VNA. Donc on y retrouve là différents composants, par exemple un condensateur, une self, un réseau RC, LC, LC série et parallèle, où il nous montre en même temps ce que c'est censé donner. Et là, si on veut justement regarder le paramètre S21, on a un fil passe-bas, fil passe-haut, un fil passe-bande, bande reject. Ici, différentes charges avec différents SWR, taux d'onde stationnaire. Et là, on a aussi des atténuteurs. Voilà, un atténuateur de 5 dB, 10 dB. Et là, on va trouver les short, open, load et through, qui vont être très utilisés pour pouvoir faire la calibration. Je rappelle que si on veut faire des mesures qui ont du sens avec cet appareil, il est indispensable, hein, c'est pas une option, de le calibrer, et de le calibrer en choisissant bien ce qu'on veut mesurer. Prenons ici l'exemple, je vous rappelle, hein, je vous avais montré ça, que si on le calibre par exemple avec les bouchons, la calibration consiste à faire une calibration avec l'entrée ouverte, l'entrée en court-circuit, l'entrée chargée en 50 ohms, avec une liaison éventuellement entre ici les deux. Si on le fait directement à la sortie, ça veut dire qu'il mesurera tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si j'utilise ce kit après avoir fait la calibration à la sortie, il va prendre en compte aussi les caractéristiques de mon câble ici. Ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Si je veux qu'il ignore le câble,
Et il faut dans ce cas-là que je le fasse, mais en branchant le câble et en faisant short open load ici sur la carte. Et ça, c'est très très important. C'est pareil, si vous mesurez une antenne, bah, si vous branchez l'antenne et son câble ici à la sortie, bah, vous verrez exactement ce que voit le récepteur. C'est-à-dire vous aurez le comportement du câble plus de l'antenne. Mais si ça vous intéresse de mesurer que l'antenne, à ce moment-là, quand vous faites la calibration, il faut la faire avec le câble et mettre les bouchons au bout du câble. Voilà, en gros, le principe est assez simple. C'est un petit peu comme la fonction normalize des analyseurs de spectre avec tracking. L'idée, en gros, c'est que quand on fait cette calibration, lui, il va garder, je veux dire, les caractéristiques de tout le circuit, je veux dire, au moment de la calibration, de façon à, je veux dire, l'éliminer dans les mesures et ne prendre en compte que ce qu'ils appellent le DUT, hein, le Device Under Test ici. Donc là, par exemple, si je veux faire cette calibration, il faut justement que je commence à la faire. Donc là, je vais utiliser ces petits câbles là. Alors c'est vrai que ces petits connecteurs là, c'est pas cher, mais c'est pas très pratique. Donc voilà, on va là par exemple se mettre sur short. Un short, ça veut dire court-circuit. Voilà, et je vais donc connecter ça ici donc sur le port de sortie. Voilà, et je vais connecter ici l'autre câble pour tout à l'heure pour faire les mesures de S21. Alors on voit que je les connecte donc, sur mes connecteurs martyrs qui se sacrifient pour la bonne cause. Merci à eux. Alors déjà, avant de faire la calibration, il faut aussi la faire en fonction du range de fréquence qu'on va mesurer. Avec cette carte-là, d'aller mesurer jusqu'à 6 GHz, on peut le faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Donc la première chose là qu'on peut faire, c'est en effet aller dans Stimulus et choisir la fréquence de départ. Ah, donc là, on peut prendre la fréquence la plus basse de cet appareil, je crois que c'est 100K, je crois. De toute façon, je crois que si on met on prend la plus basse qu'on veut, il se met automatiquement à ce qu'il peut faire. Donc là, on voit que c'est 1 MHz ici. Là. C'est vrai que sur ce modèle-là, la fréquence de départ est plus haute que sur les autres modèles. Ensuite, stop. Donc là, par exemple, on va s'arrêter à, je sais pas, tiens, à 2 GHz, ce qui me paraît déjà beaucoup. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire donc cette calibration. Voilà, et donc on fait calibrate. Donc là, ben, on fait les différents points. Donc là, par exemple, je l'ai connecté sur short, donc je fais short. Voilà, donc là, il montre que ça a été fait. Maintenant, je change ma sortie ici pour la mettre sur open. Donc voilà, là, on peut voir que j'ai fait toutes les calibrations. Et donc derrière, on fait done. Et là, on peut le sauver, justement. Et là, je vais le sauver en 1, par exemple. Et là, donc automatiquement, il me sauve ma calibration. Voilà, ce qui fait que derrière, je pourrais la rappeler si je veux. Donc maintenant, je peux faire différentes mesures. Donc déjà, pour vérifier si c'est bon, on peut déjà, par exemple, mesurer différentes choses. Donc je vous rappelle qu'au niveau du diagramme de Schmitt, si je branche plus rien, j'ai le point ici, comme on peut voir ici le marqueur, c'est une résistance infinie. Je rappelle que là, au milieu du diagramme de Schmitt, ce qu'on a, c'est, on va dire, l'impédance réelle. Et le fait que le point soit ici montre que c'est une impédance infinie. Si je me mets en court-circuit normalement, là, on va le voir, le point devrait aller à l'autre extrémité. Voilà, là on peut voir que j'ai mis ici en short, et le point ici vient bien à cet endroit-là, il est bien sur la ligne, donc ça prouve aussi que c'est bon. Et si je me mets sur l'autre, c'est-à-dire sur 50 ohms, voilà, on voit que le point devrait aller au milieu, en fait, à l'endroit de 1, voilà, on le voit bien ici, et ça prouve que, voilà, on est sur une impédance, je veux dire, réelle, hein, on veut dire, il y a ni capacitive ni réactive, et 1 ici, hein, ça correspond à l'impédance nominale. Donc voilà, donc là on a bien ça. Je rappelle que sur le diagramme de Schmitt, qu'on voit ici, c'est en haut, c'est je veux dire tout ce qui va être inductif, et en bas tout ce qui va être capacitaire. Alors déjà, au niveau des traces, là on voit qu'on a plusieurs traces qui s'appliquent. On peut tout à fait choisir. Par exemple, si je ne veux que la trace celle-là, voilà. Après, je peux aussi choisir ce que c'est. Et là, par exemple, je veux justement le Smith, voilà, comme ça. Voilà. Et là, je n'ai plus que le diagramme de Smith. Donc, si par exemple, maintenant, je me mets sur un condensateur, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit là l'évolution, je
je veux dire, de l'impédance de ce condensateur en fonction de la fréquence, donc de 1 MHz à 2 GHz. Alors ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que là, on peut voir que là, il est en effet toujours, on va dire, capacitif, mais pas toujours. Il arrive ici à un point, on pourra le voir ici avec un marqueur, où là, en fait, on voit qu'il devient inductif. Pourquoi? Parce que, je veux dire, voilà, à cause de la piste, à cause des tracés et ainsi de suite, le système, donc passer en fait une certaine fréquence, ne comporte plus comme un condensateur. Et oui, les apparences sont trompeuses. Donc là, par exemple, pour voir ça, on a moyen de mettre des marqueurs. Donc là, je peux mettre un deuxième marqueur, par exemple, et derrière, on peut le positionner comme on veut. Voilà, je peux le positionner ici, et ça me permet de voir ici la fréquence. Et on voit qu'à partir de 320 MHz, en fait, tout mon système ici, il n'est plus capacitif, mais il est inductif. Voilà le genre de mesure qu'on peut faire. Alors si on peut maintenant le fameux paramètre S21, justement, tiens, on va le faire ici sur ce filtre passe-bande. Donc là, on va mettre à l'entrée du filtre la sortie port 1, voilà, et à la sortie ici, sur le port 2. Donc là déjà, je peux regarder aussi, déjà, là, toujours le comportement en entrée de mon filtre. Donc on voit qu'il est généralement toujours capacitif, mais là, c'est pas forcément cette courbe-là qui est la plus intéressante. Je vais regarder et faire des mesures sur ce filtre-là, qui est un filtre passe-bande à 433 MHz. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est le paramètre, c'est le type de mesure justement S21. Donc là, on va retourner là dans Display. On va choisir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc là, on a le choix entre S11 ou S21. Là, je vais mesurer S21. Voilà. Et au niveau de l'affichage, je peux choisir, par exemple, pour la trace 0, d'afficher la courbe de transfert et la phase. Par exemple, là, format, donc je fais log mag. C'était en fait, c'est, on va dire, l'amplitude avec une échelle logarithmique. Voilà. Et sur la trace ici, on pourrait utiliser la phase, par exemple. Voilà. Et ça donne, dans ce cas-là, ça. C'est-à-dire que là, on voit quand même bien ici ce pic. Ici, et si je mets le marqueur sur 433 MHz, on voit bien que ça correspond ici au pic. Alors là, bien sûr, est-ce que ça a du sens de regarder ça sur une si grande plage de fréquence? Donc là, on peut bien sûr la changer. Hein, il suffit là d'aller dans Stimulus. Et là, par exemple, je veux dire que ma fréquence centrale est justement 433 MHz. Voilà, et je peux choisir ce qu'on appelle le span, c'est-à-dire en fait, c'est une autre façon de sélectionner les fréquences avec 50 MHz de span. Voilà, en faisant ça, on voit que je vais avoir une résolution meilleure. Alors bon, en théorie, il faudrait peut-être faire la calibration pour cette fréquence-là, mais enfin bon, ici, ça permet quand même, on voit bien ici la courbe du filtre. Alors bien sûr, des fois, si on ne veut pas regarder la face, par exemple, je rappelle que vous pouvez à tout moment choisir qu'est-ce que vous voulez voir comme trace. Si vous voulez voir que, je veux dire, l'évolution, vous la voyez ici. Alors, attention, n'oubliez pas que c'est un affichage logarithmique ici. Hein, si vous voulez le voir en linéaire, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, il faut aller dans Format. Et ici, on a linéaire. Voilà. Et là, on voit même que ça... Je veux dire, il faudrait revenir ici pour baisser la sensibilité, je suppose. C'est dans l'échelle qu'il faut le choisir. Voilà. Et vous voyez qu'en linéaire, c'est plus du tout la même forme. En logarithmique, on voyait ici toutes les petites ondulations. En linéaire, on voit beaucoup mieux ici la réponse de ce filtre. Toujours à se méfier avec ces affichages à la fois très intéressants parce que justement, ils permettent quelque part automatiquement de zoomer ici sur ces parties-là qui sont très petites par rapport à l'amplitude maximum. Mais si on veut avoir une idée, je veux dire, un peu plus intuitive de ce filtre, voilà, en linéaire, on le voit ici beaucoup mieux et on voit bien que sa fréquence centrale est bien de 433 MHz. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une mesure sur cette antenne ici, qui est justement une antenne qui est donnée avec ces petits modules 433 MHz, et ça va me permettre de voir voilà, comment elle se comporte aux alentours de cette fréquence. Donc là par contre, je l'ai soudé ici, on pourra avoir un connecteur. Et donc, ce que je vais mesurer, encore une fois, c'est cet ensemble-là, c'est l'antenne plus ici, ces connecteurs. Alors là, il faut bien sûr le recalibrer à la mesure où je vais brancher ça directement ici. Et donc là, je vais utiliser les petits accessoires qui sont livrés avec. Donc celui-là, qui comme on peut le voir, est le short, hein, c'est-à-dire qu'il fait un court-circuit.
Celui-ci qui est le Open. Voilà, bon, des fois on peut se demander si Open ça vaut la peine de le mettre vu qu'il fait aucun contact. Enfin bon, admettons qu'il faut le mettre. Et celui-là, donc le Load, qui est en fait une terminaison 50 ohms. Alors ce que je vous propose pour mieux voir, c'est qu'on va en profiter. Là, je vais brancher sur un programme qui va permettre de voir à l'écran de l'ordinateur les mesures, ce qui à mon avis sera quand même plus facile et on verra mieux que sur cet écran-là. Alors, pour info, on trouve différents logiciels pour pouvoir se connecter sur les Nano VNA. Donc là, j'utilise un qui s'appelle Nano VNA Saver, qui, ma foi, fonctionne plutôt bien. Mais voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un, j'ai pas réussi à faire fonctionner sur mon PC. Mais sinon, voilà, en cherchant, on trouve différents logiciels. Il y en a aussi qui marchent sur Linux, sur Mac. Comme j'ai dit, a priori, il y a une application Android, hein, je l'ai pas testé. Enfin voilà, dans tous les cas, ça permet de faire pas mal de choses. Donc là, on va pouvoir faire comme mesure. Bah déjà, il va falloir choisir donc le range de fréquence. Donc là, moi, je veux utiliser, comme j'ai dit, c'est une antenne 433. Donc là, je vais choisir une fréquence centrale de 433 MHz. Voilà. Et le span, c'est-à-dire en fait de combien je veux aller de chaque côté. Par exemple, on va dire, allez, soyons très larges, allez, 60 MHz. Voilà. Okay. Et donc là, il en déduit aussi je veux dire, le nombre de pas qu'il va faire. Alors, segment, en gros, c'est on peut voir un peu, voilà, le nombre ça change en fait la résolution. Voilà. Si je mets ici 2, on voit que ça fait une meilleure résolution que si j'en mets un. En fait, ça se comprend, mais bien sûr, le prix à payer de ça va être un temps de scan qui est plus long. Voilà. D'ailleurs, voilà. Alors après, on peut lui dire, est-ce que tu vas faire un seul passage ou tu vas le faire de façon continue? Est-ce que tu peux le faire de façon logarithmique? Enfin voilà, il y a pas mal de choix ici. Donc une fois que j'ai choisi ça, je vais pouvoir choisir là les différents types d'affichage que je veux avoir. Donc pour ça, il va falloir aller dans Display Setup et c'est là que je vais choisir les graphiques que je veux. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être par exemple le S11 diagramme de Smith, voilà. Et on va aussi pouvoir regarder ici le SWR, voilà, qui va me donner le taux d'onde stationnaire, qui est généralement ce qu'on veut regarder sur l'antenne. Donc une fois qu'on a choisi ça, on peut choisir aussi l'épaisseur des points pour qu'on voit mieux. Tiens, je vais les mettre à 2 points. Voilà. Ici, enfin voilà, on peut choisir par exemple, on peut choisir Dark Mode, hein, c'est un truc qui est plus bas. Donc une fois qu'on a choisi ça, alors pourquoi j'ai encore celui-là? J'ai dû oublier d'en enlever un. Ouais, voilà, c'est que celui-là, il faut mettre sur None. None, c'est-à-dire en fait on n'en veut pas. Donc, voilà, et une fois qu'on a fait ça, donc voilà, donc là je vais avoir les trucs. Alors bien sûr, avant toute chose, encore une fois, il faut que je le calibre. Donc bien sûr, là j'ai fait la calibration. Bon, je vous passe toute la manip, hein, sachant que là dans la calibration, il y a un assistant qui permet de le faire très très facilement. Et donc là, j'avais mis ma charge 50 ohms. Donc on voit que ça correspond bien ici sur le diagramme de Smith à ce point-là. Donc maintenant, je vais mettre l'antenne. Voilà, donc je la vise correctement sur le port 1. Voilà, et je vais faire un balayage. Donc là, on voit que c'est relativement long dans la mesure où j'ai demandé quand même de la précision. Et voilà ce que j'ai. Donc, c'est pas terrible, on va dire. Dans la mesure où, alors on voit que le tout se comporte là de façon très capacitive, hein, on le voit ici, et que voilà, j'ai un taux d'onde stationnaire qui est vraiment, je veux dire, il faudrait peut-être diminuer le automatique. Donc là, je vais bien donc de 403 à 463, et on peut voir que si ici je mets mon marqueur à 433, on voit que j'ai un taux d'onde stationnaire qui est phénoménal, hein, ici, qui est vraiment très très mauvais. Je rappelle que le but est d'être le plus près possible de... Enfin voilà, ça me permet donc de voir ici maintenant le comportement de cette petite antenne qui, ma foi, est pas terrible. Peut-être qu'il faut la mettre avec
Elle est peut-être maintenant calculée pour être mise avec un condensateur en parallèle ou un truc comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas a priori très terrible. Donc là, si je choisis mon marqueur ici sur 433 MHz, voilà, là on peut voir que j'ai l'impédance ici de mon antenne, hein, avec la partie réelle et complexe. J'ai la capacité apparente, l'inductance, enfin elle est négative bien sûr, vu qu'on voit que si je suis sur la partie capacitive, la résistance, le taux d'onde stationnaire, le taux de retour, le facteur de qualité, la phase, enfin voilà, j'ai toutes les informations très facilement qui me permettent donc de voir ça. Alors le Nano VNA a aussi la possibilité d'être utilisé en générateur HF, donc pour ça, quand on va ici dans Stimulus, je rappelle, voilà, c'est ici dans le menu Stimulus, on a Signal Générateur. Et donc là, on peut choisir la fréquence et dans certains cas, une atténuation du signal. Attention, c'est pas des dBm, hein, c'est juste l'atténuation par rapport à sa puissance max, sachant que on ne peut le faire qu'à partir de 20 MHz, par exemple. Donc là, c'est par exemple, je choisis un signal de 10 MHz. Voilà. Là, on voit que je peux pas choisir, comme j'ai dit, l'atténuation. Et je fais ici la sortie. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que ça sort un signal qui est un signal carré, qui est donc très riche en harmonique. Là, on voit le signal de 10 MHz en sortie, donc jusqu'à 2,1 GHz. Hein, et on peut voir que voilà, c'est très riche ici en harmonique. Et d'ailleurs, si on lui demande un signal, par exemple, de 1 GHz, voilà, là, on voit bien, c'est la fréquence quasiment centrale de mon analyseur, on voit bien le pic, et on voit bien qu'à 2 MHz, donc à la fréquence double, on a aussi ce pic. Mon analyseur de spectre ne monte pas plus haut, mais voilà, ça montre bien que alors ça peut être éventuellement utilisable, mais il faut bien savoir que c'est un signal qui va être donc très riche en harmonique, et il ne faut pas considérer ça comme un GNHF pur. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est que la fréquence est très juste. Dans l'ensemble, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, pour terminer, je voudrais aussi vous signaler qu'on trouve assez facilement ce petit kit qui s'appelle Nano VNA Test Board Kit, qui est constitué, comme on peut le voir, d'un PCB, d'un circuit imprimé, d'un certain nombre de prises SMA et de ce genre de connecteurs. L'idée de ce kit, c'est de pouvoir faire facilement des tests. On a ici des empreintes ici CMS, hein, donc là par exemple moi j'ai mis des résistances de 50 ohms des deux côtés, me permettent de faire ici des manips, des trucs comme ça, ou alors on peut ici en ficher des composants. Si par exemple vous voulez très facilement tester, je sais pas, le comportement d'un quartz par exemple, vous pouvez très facilement le rajouter ici dans ces trucs là. Bon, vu le design et tout, faut pas s'attendre à pouvoir travailler jusqu'à des gigahertz, mais enfin bon, encore une fois, c'est pas parce que ça monte si haut que on est obligé de faire ça. Hein. Et là, vous travaillez à des fréquences beaucoup plus basses, aux alentours, je sais pas moi, 27 mégas, ou voire moins, rien ne vous empêche là d'utiliser ce genre de choses. Alors, il y a toujours des capas, des inductions parasites qui viendront jouer, mais enfin voilà, pour faire ce genre de manip, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça coûte pas cher. Hein. Enfin voilà, de toute façon il suffit de chercher voilà, Nano VNA Test Board Kit sur internet. Vous trouverez ça très facilement. Voilà pour cette présentation rapide de cette version 3 de cet appareil, qui, ma foi, me fait plutôt bonne impression. Je veux dire, enfin voilà, ça donne quand même une impression de qualité. Hein, ça fait quand même moins bidouille que la V1, mais bon, maintenant, il faut aussi voir que c'est pas du tout le même prix. Et alors, quelque part, c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que dans les Nano VNA, vous avez le petit, là, que je vous ai montré, là, qui vaut dans les 30 €, enfin, dans ces eaux-là. Après, il y a le V2 qu'on trouve autour de 100, d'une centaine d'euros. Celui-ci coûte dans les 220 €, hein, celui que je vous ai montré. Donc on peut voir que c'est quand même beaucoup plus cher. Maintenant, on peut aussi voir qu'on a un écran plus grand, on a des performances meilleures. Donc je pense que c'est à chacun, en fonction de ses besoins, de choisir l'appareil qui lui convient bien, puis bien sûr en fonction de son budget. Mais c'est quand même intéressant, c'est que si vous voulez démarrer en HF et quand même voilà, faire des manips, mesurer vos antennes, voilà, commencer à vous intéresser, on peut voir qu'avec un investissement très faible, hein, de moins de 40 €, vous pouvez quand même commencer
à vous amuser avec ça, et c'est quand même quelque chose pour moi de vraiment intéressant. Faut pas oublier, hein, je l'ai déjà dit, je le répète, que un analyseur vectoriel comme ça, il y a encore quelques temps, ça valait des sommes incroyables, hein. C'était plus de 10 000, voire 100 000 euros. Alors c'est sûr que ces petits appareils n'ont pas la fiabilité, la sensibilité de ces appareils professionnels. Enfin, je veux dire, dans l'ensemble, ils marchent quand même plutôt bien. Et c'est vraiment intéressant, je pense, de mettre au niveau de l'amateur de tels appareils. Même celui-là, c'est vrai qu'il est plutôt cher. Enfin, je veux dire, 200 euros, si on compare au prix d'un truc Keysight, Packard ou autre, ça fait rire, quoi. Comme d'habitude, hein, je mettrai en lien, justement, j'ai trouvé, en fait, sur Banggood, il y avait un V2, V3. Je vous ai aussi mis un lien sur le petit kit, là, qui permet éventuellement de faire des manips. Il est pas mal, ce kit, mais en effet, ces petits connecteurs, là, faut faire attention. Ces espèces de petits connecteurs pression, là, ils sont très, très fragiles. Et c'est pas ce qu'on fait de mieux pour ça. Alors, bon, je ferai sans doute dans le futur, je pense, d'autres vidéos, d'autres manips. Il y a un internaute qui m'avait demandé de montrer faire des mesures sur un ampli. Parce que c'est vrai, très souvent, quand on regarde le paramètre S21, on le fait plutôt sur un atténuateur, par exemple. Alors, c'est une bonne idée de faire ça. Le problème, c'est que j'avais un ampli, ce qu'on appelle un LNA, là, un Low Noise Amplifier, et je vais être franc, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je sais plus ce que j'en ai fait, ou je l'ai prêté à quelqu'un. Enfin bref, il faudra que je m'en trouve un, mais toujours est-il que, voilà, je pense que dans le futur, je ferai éventuellement d'autres vidéos là-dessus. Enfin voilà, là, le but, c'était quand même de vous montrer l'appareil, de faire quelques petites manips comme ça. Ça n'a pas vraiment de prétention. Et de toute façon, comme j'ai toujours dit, moi, en HF, je suis plutôt un nob, hein, je veux dire, j'ai des bases, mais je veux dire, je suis pas du tout un spécialiste de ça. Moi, dans l'électronique, mon domaine, hein, c'est pas du tout la HF. C'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps, mais en effet, je suis pas un super spécialiste de ça. C'est un domaine où je continue à apprendre et avec lequel je me ferai un plaisir de partager mes progressions dans ce domaine. Tiens, Maurice, ça gaze, Maurice. Alors, justement, je t'avais demandé de faire plein de calculs de filtres, là. Ça y est, t'as fait les calculs. Ah bah, c'est ça. C'est ça ton résultat? Une page blanche? Oui, oui, t'as fait une page de calcul mental, ouais. Rien foutu tout, surtout. Espèce de rigadin, ouais. Que le grand VNA vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.